toutes et à tous. Effectivement, nous avons présenté des années durant à IENA ce rapport, le WEMO. Donc, c'est l'édition 2020 que Philippe et moi, nous allons vous présenter très rapidement. Et puis, nous sommes bien sûr ouverts aux questions. Alors, vous voyez ici l'agenda. Je ne vais pas le détailler. On va aborder des sujets liés à l'énergie, aux renouvelables, au changement climatique, au pétrole pour la première fois, et puis, bien sûr, aux questions financières et de marché de détail. Alors, 2019, on voit que la demande énergétique a ralenti. L'année 2019 était une année de croissance moindre que 2018, avec une situation extrêmement contrastée entre les pays développés, États-Unis, Europe, vous voyez que la demande a baissé, et par contre des pays, la Chine et l'Inde, des pays en développement, où ça a monté. Du point de vue de la répartition en termes de combustible, vous voyez que le charbon a baissé, l'utilisation des charbons a baissé, c'est remarquable. Le pétrole et le gaz ont monté, le pétrole légèrement, l'électricité a monté légèrement, ce qui est surprenant parce que nous pensons que l'électricité est le facteur de décarbonation de notre énergie pour le futur. Alors, sur la droite, vous voyez ici les émissions de gaz à effet de serre. Je dis gaz à effet de serre parce que ça comprend le gaz carbonique, ça comprend le méthane, le gaz naturel et d'autres gaz également. Donc, vous voyez que c'est un peu le même schéma, d'ailleurs, c'est vraiment un peu lié. Les pays développés, l'OCDE, on voit une baisse de 2,8%, alors que les pays en développement, on voit une hausse des émissions à 1,3%, pour au total une hausse à 0,6%. Et si on était resté sur la tendance de 2019, nous aurions abouti à un réchauffement de notre planète entre 3,1 et 3,7 degrés, et pas du tout ce que les accords de Paris, dont on fête l'anniversaire, prévoient, c'est-à-dire entre 1,5 et 2 degrés. Alors, bien sûr, 2020, à cause de la crise, de la pandémie et du confinement, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé. Pendant quelques mois, les transports se sont quasiment arrêtés, par exemple, les consommations industrielles ont baissé. Et au total, sur l'année, c'est les derniers chiffres, ça devrait baisser de 7%. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout suffisant pour nous remettre sur la bonne trajectoire. Il faudrait un confinement similaire à celui de cette année tous les ans pendant 10 ans pour qu'on revienne sur la même trajectoire. C'est bien sûr totalement inenvisageable du point de vue de la santé, du point de vue de l'économie. Donc ça veut dire, et on va en parler assez longuement dans ce rapport, qu'il faut prendre d'autres mesures. Alors, bien sûr, en partie, les mesures vont être de changer notre manière de produire l'électricité, de produire l'énergie, avec des renouvelables, que ce soit de l'éolien ou du solaire. Alors, vous voyez ici sur le graphique, en jaune et orange, c'est le solaire, en bleu, c'est l'éolien. Vous voyez les investissements 2019 et par rapport à 2018, on peut dire en gros que c'était constant, l'éolien a plutôt un peu monté, et les investissements en Europe, aux États-Unis sont, je dirais, du même ordre de grandeur. Les investissements en Chine sont plus importants, et ce qui est intéressant, c'est que les investissements dans le solaire en Chine en 2019, vous voyez que ça a baissé. Ça a baissé parce que la loi, en fait, sur le solaire, la loi sur les tarifs de rachat était peu claire. Normalement, en 2020, ça devrait monter, mais vous savez qu'en 2020, toujours pareil, à cause de la pandémie et à cause du confinement, beaucoup de chantiers ont été arrêtés. Ceux qui ont été redémarrés vont plus doucement parce qu'il y a des gestes barrières à rectifier. Et donc, les projets éoliens et solaires vont être moins importants en termes d'investissement que ce qui était prévu. Alors maintenant, si on regarde le mix électrique, alors vous voyez qu'il y a 3 camemberts, un l'Europe, un les États-Unis et un la Chine. Et les cercles, le cercle intérieur, c'est 2019, le cercle extérieur, c'est 2025. Les couleurs, l'orange, c'est le solaire, le bleu clair, c'est le vent, le bleu foncé, c'est l'hydraulique, le mauve, c'est le nucléaire, et le gris et noir, c'est gaz et charbon.
Vous voyez qu'il y a une déformation vers plus d'éolien et de solaire, de manière significative pour l'éolien et le solaire d'ailleurs. Le nucléaire baisse légèrement en pourcentage, le gaz baisse légèrement et ce qui baisse, c'est le charbon. Et d'ailleurs, en Europe, il y a eu déjà fin 2000, mi-2020, pas mal de centrales charbon qui ont été fermées et l'Allemagne, qui est un gros utilisateur de charbon et de lignite, a décidé de fermer ses centrales charbon en 2038 avec une étape importante dès 2023. Alors, vous voyez, les États-Unis, ce qui est frappant, c'est l'importance du solaire qui augmente. Et vous savez comment aux États-Unis, il y a des déserts extrêmement bien ensoleillés, donc très propices à ce type de fabrication d'électricité. Et puis à droite, tout à fait, la Chine. La Chine, il y a un gros cercle noir, hein, c'est le charbon. On voit que l'utilisation du charbon va baisser. Ils construisent encore des centrales charbon. Ils construisent d'ailleurs encore des centrales charbon sur la route de la soie. Elle va baisser. La Chine s'est engagée à être neutre carbone en 2060, ce qui a été très bien perçu internationalement. Peut-être que la baisse de la consommation de charbon pour l'électricité ira plus vite que ce qui est prévu là. Une autre énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. Quand on regarde le nucléaire existant, on en est à prolonger la durée de vie de réacteurs. En France, ça a été, l'ASN a donné son accord très récemment. Le nouveau nucléaire, là encore, on a deux zones différentes, donc la construction de nouveaux réacteurs. Les pays développés, que ce soit les États-Unis, l'Europe, avec la Finlande et la France, ont beaucoup de mal à mettre en service des réacteurs de troisième génération. En France, on parle bien sûr beaucoup de Flamanville, qui a énormément de retard et dont les coûts sont multipliés par plus que 4. En revanche, dans les pays en développement, moins développés, on voit des réacteurs nucléaires qui sont mis en service. Par exemple, en Chine, les 2 EPR de Taishan ont été mis en service en 2018 et 2019. Et la photo ici, ce sont les réacteurs un des réacteurs qui a été mis en service à Abu Dhabi. Vous savez, Abu Dhabi a commandé 4 réacteurs à la Corée il y a quelques années. À droite, vous avez aussi sur les nouveaux réacteurs une alternative qui sont ce qu'on appelle les SMR, les Small and Medium and Modular Reactors. Ce sont des réacteurs modulaires, c'est-à-dire qu'on peut faire à 600 MW avec des tranches de 60 MW, donc plus facile à construire, d'autant plus qu'ils sont souvent conçus pour construire des grosses parties en usine et les assembler sur site. Leurs inconvénients, c'est le coût, et c'est pour ça que ça n'a pas émergé depuis des années. Bien sûr, ils occupent aussi pour la même production d'électricité plus d'espace, plus de terrain. Il y a de gros progrès sur ce sujet, notamment aux États-Unis. Alors maintenant, les énergies renouvelables sont intermittentes, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité solaire, etc. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien. Donc, il faut avoir des sources de stockage. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, et souvent je le rappelle dans ces conférences, il faut équilibrer à chaque moment sur le réseau la consommation qui est variable avec la production. Et maintenant, une production variable, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc, il faut pouvoir stocker. On stocke aujourd'hui essentiellement dans des steppes, des barrages où on pompe et puis on turbine l'eau. Malheureusement, en Europe, la plupart des sites sont déjà équipés. Alors, il y a on va parler de 2 stockages. Les stockages par batterie. Les batteries sont tirées par le véhicule électrique. Donc, les progrès sur les batteries sont tirés par le véhicule électrique. Les coûts ont baissé de manière très importante. Le solaire a baissé de 18% tous les ans pendant 10 ans. Et bien, le coût des batteries aussi. Hein. Vous voyez sur le slide des chiffres. Et les constructeurs pensent qu'ils vont atteindre $100 par kilowattheure en 2025. Il n'y a bien sûr pas du tout le même problème pour les batteries stationnaires, donc celles pour le réseau électrique, et les batteries pour les véhicules électriques, pour lesquels il faut que ce soit rechargeable rapidement et pas trop lourd. Alors, les batteries en soi posent un certain nombre de problèmes, on pourra en reparler, notamment la seconde vie des batteries et le recyclage des batteries, parce qu'on utilise
énormément de minerais et vu l'expansion prévue du véhicule électrique et des batteries qui vont avec, les ressources de la Terre n'y suffiront pas. Donc, vous voyez ici les minerais qu'on utilise, le nickel, le cobalt, le lithium, le manganèse pour la cathode et le graphite pour l'anode. Ces minerais sont produits dans les pays dans lesquels ils existent, notamment le lithium est produit au Canada, par exemple, en Argentine, le cobalt est produit majoritairement au Congo. Par contre, ils sont raffinés de manière dominante en Chine, ce qui rend au fond notre production de batteries vulnérable. Et si on parle en géopolitique, il faudrait qu'on retrouve une souveraineté sur les batteries. Les différentes régions, les États-Unis et l'Europe, ont mis en place un plan sur les terres rares et les métaux rares. Alors, la troisième manière de stocker l'électricité en masse, c'est l'hydrogène. Parce qu'avec les batteries, vous ne pouvez pas stocker stocker l'électricité de plus de quelques heures. Sinon, vous devez posséder des quantités de batteries très importantes. Donc, l'hydrogène avec l'hydroélectrique vous permet de stocker de l'électricité de manière importante. L'hydrogène permet aussi de décarboner une partie de l'électricité qu'on a du mal à décarboner, par exemple la production d'acier, par exemple les raffineries. Alors bien sûr, il faut que ce soit de l'hydrogène vert, écologique, et aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel ou de charbon, et c'est très polluant. Par exemple, l'hydrogène produit pour l'industrie émet autant de gaz à effet de serre que le Royaume-Uni, en Angleterre, et l'Indonésie réunis. Donc, vous voyez, c'est gigantesque. Donc, il faut arriver à faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène fait à partir de l'eau avec de l'électricité verte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en reparler si vous souhaitez, mais aujourd'hui, dans les challenges, notamment, il y a le challenge du coût, parce que cet hydrogène vert est beaucoup plus cher que l'hydrogène gris. Et ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, pour finir avec les couleurs, c'est l'hydrogène gris, c'est produit à partir de fossiles, mais dans lequel on a de la capture et du stockage de CO2. Les différents pays ont adopté des plans hydrogène. Ça avait commencé avec le G7 au Japon, pas étonnant que ce soit le Japon, parce que le Japon a toujours été un défenseur virulent de l'hydrogène. Donc, depuis 2018, le G7 se penche sur la question. L'Europe a adopté un plan extrêmement significatif sur l'hydrogène, ça ne vous a sûrement pas échappé. Il voudrait investir en gros 200-250 milliards d'euros. La France a un plan à 7 milliards, l'Allemagne à 9 milliards, donc c'est des sommes considérables d'ici 2040. N'oublions pas que la Chine s'est lancée dans l'hydrogène depuis 2 ans. Son premier plan date de 2018. Donc là aussi, comme sur d'autres sujets, il va falloir rattraper le retard. Passons maintenant aux énergies fossiles. Le pétrole. Le pétrole a subi, donc là vous voyez les prix du pétrole, a subi en fait 2 crises en début 2020. Une première crise, c'était une crise liée à la mésentente entre l'OPEP et la Russie, qui forme l'OPEP+. L'OPEP voulait, notamment l'Arabie Saoudite, voulait couper la production pour faire monter les prix. La Russie n'était pas d'accord. Donc, l'Arabie Saoudite a dit d'accord, on inonde le marché de pétrole. Donc, ça fait bien sûr chuter les prix. Et puis, un peu manque de chance, la pandémie est arrivée, les prix ont encore chuté et ils sont même passés aux États-Unis à des niveaux négatifs. Depuis, ça a remonté, mais ça a mis sous forte pression les producteurs de pétrole. Aujourd'hui, le prix est repassé au-dessus de $50 par baril pour le Brent. Et chaque fois qu'on annonce un nouveau vaccin, le prix monte avec l'espoir d'un déconfinement et donc d'une utilisation plus forte du pétrole. Philippe en parlait en détail, les sociétés pétrolières sont confrontées à une demande forte de leurs actionnaires pour qu'elles deviennent plus conscientes des émissions de gaz à effet de serre et elles adoptent des plans de neutralité carbone. Voilà, alors maintenant le gaz, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire du gaz, sauf qu'il n'y a pas un prix du gaz, mais qu'il y a plusieurs prix. Vous voyez ici sur la courbe du bas, c'est le prix des États-Unis, qui est toujours plus bas que les autres parce qu'il
il y a le gaz de schiste, bon marché aux États-Unis. Ensuite, en haut, c'est le prix asiatique, plus élevé, notamment après l'accident de Fukushima, mais on ne voit pas ici. Les prix ont bondi. Et entre les deux, c'est les prix européens. Et ce qui est remarquable, c'est que les prix asiatiques et européens ont convergé en 2019. On commence à le voir en 2019. Ce qui fait que les cargaisons de gaz naturel liquéfié, de GNL, qui viennent notamment des États-Unis, c'est le gaz de schiste qui est exporté, eh bien, se sont dirigées vers l'Europe, contrairement à l'année d'avant où elles allaient vers l'Asie, puisque c'était une zone où le prix était meilleur. En 2020, il y a eu quand même une baisse importante de la consommation de gaz comme d'autres formes d'énergie. Alors, voilà maintenant un graphique très attendu qui est la comparaison des coûts des différentes sources d'électricité. Alors, on ne peut pas les comparer, je dirais, de manière simple parce qu'elles sont des caractéristiques différentes. Par exemple, les centrales gaz ont un investissement faible et bien sûr un combustible qui coûte cher, plus ou moins cher. Les centrales nucléaires ont un investissement très important, mais un combustible relativement bon marché. Et les renouvelables ont un investissement significatif, très, très aidé d'ailleurs, et un combustible dont le coût est nul. Donc, on voit ici ce qu'on voit ici. Donc, on voit ici sur la partie du milieu, on voit la baisse des coûts des renouvelables. On voit ici l'éolien terrestre, vous voyez ici. Ensuite, on voit l'éolien maritime qui est plus cher. Et on voit, oui, au milieu, le solaire. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça avec ici le carré bleu clair. Vous voyez, ça, c'est le nucléaire existant, qui est autour de 60 € par mégawattheure. Et vous voyez que par rapport à ça, l'éolien onshore est, en tout cas en coût, hors coût de réseau, tout à fait compétitif. Ces énergies, on va en reparler tout à l'heure, posent quelques soucis au réseau. Donc, en fait, pour une vraie comparaison, il faut rajouter une dizaine de pourcents, 15 jusqu'à 30%, ça dépend des réseaux, pour tenir compte des coûts de réseau. Alors, si on regarde maintenant les États-Unis, donc c'est les graphiques de droite, vous voyez ici que les renouvelables sont nettement moins chers qu'en Europe, et par contre, on voit que l'énergie nucléaire est plus chère. Donc là, la différence est plus importante qu'en Europe entre les énergies renouvelables, le nucléaire et bien sûr le fossile. Un mot du changement climatique. Alors, il se passe beaucoup de choses. Ce week-end, il y a eu quand même des grandes déclarations. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, et ça touche les entreprises, vous avez une recommandation de l'Élysée qui consiste à appliquer les recommandations du TCFD. Il faudra qu'on s'habitue à ces sigles. Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. C'est un groupe de travail qui demande aux entreprises, en gros, qu'elles explicitent de manière transparente leurs émissions de gaz à effet de serre, leur trajectoire. Et il demande aussi qu'en termes de gouvernance, eh bien, il y ait un renforcement de la gouvernance sur le changement climatique. Et je suis au conseil d'EDF et on a adopté la semaine dernière c'est-à-dire une référente climat qui siège au conseil d'administration d'EDF. Donc, il y a un renforcement de la pression, d'une certaine manière, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation sur les entreprises. Deuxième événement important, c'est que l'Europe s'est mise d'accord, on le voit ici, elle s'est mise d'accord pour baisser davantage que prévu ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. Il était prévu qu'elle baisse de 40% par rapport à la référence de 1990. Et bien là, c'est très ambitieux, la baisse sera de 55%. Alors, on voit aussi au passage que si on regarde 2020 ici, que les objectifs 2020 sur les gaz à effet de serre vont être même mieux. La pandémie, en quelque sorte, a aidé aussi. Et les objectifs en termes de pourcentage de renouvelables dans la consommation d'énergie seront atteints. Par contre, l'objectif qui n'est pas atteint, et c'est depuis des années, c'est l'objectif d'efficacité énergétique.
Et là, il y a beaucoup à faire. Alors maintenant, quand on regarde les États-Unis venaient de sortir de l'accord de Paris. Trump s'était engagé, mais il lui a fallu quand même 4 ans parce que c'est des accords internationaux complexes. Et son successeur, Joe Biden, a décidé de re-rentrer dans l'accord de Paris. Bon. Ceci n'a pas empêché un certain nombre d'États de faire des partenariats, des alliances. Et on voit ici que les États qui sont Alliance States ont réussi mieux sur les gaz à effet de serre que ceux qui n'en font pas partie. Hein. Et c'est vrai aussi en termes de projection, ça c'était 2017 vers 2025-2030. Donc c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui ce mouvement sur le climat, sur la neutralité carbone, il est devenu irréversible, en tout cas au niveau des entreprises, et on va en parler aussi au niveau des États. Voilà, je cède la parole à Philippe. Merci Colette et bonsoir à tous. Donc l'impact de la pandémie, ça a été d'abord d'établir le fait que la transition énergétique est devenue le paradigme et la priorité numéro 1. Deuxièmement, comme on l'a vu, parce qu'on ne travaille plus comme avant, parce qu'on ne se déplace plus comme avant pendant ces périodes de confinement, mais peut-être au-delà, parce que les actifs industriels, certains vont fermer à cause de la crise économique, d'autres vont être relocalisés. Donc tout ça, ça fait une évolution de la consommation et on voit dans les courbes de consommation, quand on les compare aux années précédentes, qu'elles n'ont rien à voir. Deuxièmement, les utilities ou les énergéticiens qui s'en sont bien sortis, ce sont ceux qui étaient très avancés sur la digitalisation. Il y a un rapport très très clair et d'ailleurs ça a provoqué une accélération de la digitalisation qui va continuer, par exemple pour des services énergétiques que l'on va essayer d'opérer à distance. L'ensemble des acteurs ont d'une part lancé des programmes de réduction de coûts, OPEX, CAPEX, alors une nouvelle génération de programmes, parce qu'il y en avait déjà eu plusieurs après l'ouverture des marchés. L'ensemble des opérateurs revisitent leur stratégie et vont décider dans quel pays ils opèrent, sur quelle part de la chaîne de valeur ils opèrent, et ça va provoquer des fusions-acquisitions. Et évidemment, tout ça, cette instabilité, ça va nécessiter que les acteurs soient de plus en plus agiles. Concernant le pétrole, si on y vient, donc vous voyez ici, ce schéma montre les courbes d'investissement des opérateurs pétroliers. En bleu marine, ce sont les majors américaines. En bleu clair, ce sont les majors européennes. En noir, ce sont les autres opérateurs nationaux. Et en rouge, ce sont les opérateurs de schiste. Et vous voyez donc une baisse de 2011 à 2020 à travers les crises, crise 2014-2015, et la crise de 2020, une baisse très significative des investissements de tous ces opérateurs pour assurer leurs résultats, principalement. Alors, ces opérateurs, ils sont sous une pression financière, on l'a vu, même si les prix du pétrole ont légèrement rebondi, mais on n'est plus aux 80 ou aux 90 $ dans lesquels on était en fin d'année dernière. Ils ont une deuxième pression qui est la pression de leurs parties prenantes et de leurs actionnaires sur la neutralité carbone. Et on a vu une succession d'annonces des opérateurs européens, notamment pour annoncer qu'ils seront neutres en carbone en 2050 pour la plupart, les BP, Shell, Repsol, Total et autres. Alors, en même temps, quand on regarde quels sont les investissements que les opérateurs consacrent à autre chose que leur métier traditionnel d'exploration-production, et transport, acheminement de pétrole, on voit que dans le monde entier, moins de 1% des investissements des opérateurs pétroliers, moins de 1%, 0,8% sont consacrés à autre chose qu'à renouveler leurs réserves et à développer leur production. Alors, ce n'est pas vrai en Europe, les majors européennes consacrent 5 à 10% de leurs investissements à autre chose que les opérations cœur. Premièrement. Deuxièmement, quand on regarde ce sur quoi les opérateurs investissent, ils investissent majoritairement en jaune le renouvelable, ils investissent sur l'éolien, vous voyez les deux couleurs d'éolien, onshore, offshore, ils investissent sur les biocarburants ou les biofuels et ils investissent enfin sur la capture et l'utilisation, carbon capture, usage and storage. C'est les domaines dans lesquels ils investissent. Alors avec ça, on va trouver l'hydrogène qui démarre, on va trouver le stockage pour certains opérateurs.
Alors, quand on regarde la question de réduire leurs émissions et être neutre en carbone à 2050, alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est que vous savez, il y a 3 scopes d'émissions, les émissions directes dans les opérations, les émissions indirectes, par exemple le transport du pétrole dans les navires, et le scope 3, ce sont les émissions liées à l'utilisation de les produits, c'est-à-dire l'essence ou le kérosène qu'on consomme quand on a notre voiture ou quand on prend l'avion. Eh bien, on voit que tant pour les pétroliers que pour les gaziers, 75% de leurs émissions proviennent du scope 3, c'est-à-dire de l'utilisation de l'énergie. Et c'est pour ça que l'électrification du transport, notamment, est absolument clé pour que les pétroliers soient au rendez-vous de la neutralité carbone. La deuxième chose qu'on voit, c'est que les opérateurs nationaux et les opérateurs indépendants, principalement les opérateurs de schiste, émettent beaucoup plus proportionnellement que les majors pétrolières. Alors, la crise a provoqué, Colette, je te rends la main, la crise a provoqué une baisse de la consommation et avec la priorité des renouvelables, voilà la situation dans laquelle on s'est trouvé. Alors, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que, bien sûr, la consommation durant les mois de confinement électrique a baissé d'environ 20%. Et il a fait beau, il y avait du vent, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et du coup, les renouvelables ont bien fonctionné, et comme la consommation totale était plus faible, leur pourcentage a monté de manière très significative. Et il y a eu des problèmes sur le réseau de manière importante. En Allemagne, d'abord, on a eu beaucoup de prix négatifs. Ensuite, l'Allemagne a eu des presque blackouts, mais l'Allemagne, très bien interconnectée avec le reste de l'Europe, a exporté le supplément d'électricité. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle, est mal interconnectée, c'est sur une île. Et du coup, il y avait trop de renouvelables. C'est comme si vous avez trop d'électricité et que votre disjoncteur va trop chauffer, va disjoncter. Eh bien, là, c'est ce qui a failli arriver. Et ils ont dû négocier avec EDF, l'énergie, d'arrêter des centrales nucléaires comme ça. Et ça leur a coûté de l'argent. Donc, on voit bien une chose, c'est que les réseaux aujourd'hui ne sont pas adaptés avec des pourcentages de renouvelables qu'on a vu là, qui étaient 60-70%. Aujourd'hui, à la fois physiquement les réseaux et les règles de réseau ne sont pas adaptées et ce sont quand même des pourcentages de renouvelables qu'on attend pour les années 2030. Alors, je pense personnellement que les règles de réseau vont devoir changer. Aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois dans ces conférences, il y a un ordre d'appel qui fait qu'on va appeler les renouvelables. D'abord, on ne coupera pas les renouvelables, même s'il y en a trop. Et donc, aujourd'hui, quand il y a trop de renouvelables, on les laisse à 100% sur le marché de l'électricité. Ce n'est pas le cas en Chine, par exemple. La Chine a des régions très vantées, par exemple la Mongolie, qui ne sont pas peut-être très habitées. Elle a un réseau électrique qui est complexe, qui n'est pas très, très solide comme le nôtre. Et du coup, on ne peut pas transporter toute cette énergie supplémentaire vers l'est, vers les côtes où il y a la grosse consommation. Et donc, ils ont des règles qu'on appelle de curtailment, l'opérateur de réseau peut demander d'arrêter des renouvelables. Et vous voyez que le pourcentage ici de curtailment, le pourcentage de temps où ces énergies, alors le bleu c'est l'éolien et l'orange c'est le solaire, ont été arrêtés, peuvent être très importants. Vous voyez, jusqu'à 17% en 2016. Alors, les règles de réseau ont changé. Bon, eux, ils peuvent faire du curtailment. Et pour éviter d'en faire de trop, ils demandent aux fermes solaires ou aux fermes éoliennes de venir sur le réseau avec une partie d'équilibrage, c'est-à-dire avec du stockage aujourd'hui batterie, peut-être hydrogène un jour, et aussi avec des prévisions de consommation extrêmement fines. Alors, ces règles de curtailment, on commence par exemple en Europe à voir le Portugal les adopter. Moi, je crois qu'on aura ce type de règles dans le futur. Alors ça, c'est la partie marché. Maintenant, il y a la partie physique, les réseaux. Les réseaux, bien sûr, sont très sollicités, les réseaux haute tension et les réseaux de distribution, parce qu'il faut raccorder les renouvelables. Il y a aussi des décisions politiques qui nécessitent une révision en profondeur du réseau. En Allemagne, par exemple, quand on a arrêté des centrales nucléaires qui étaient dans le sud de l'Allemagne
pour les remplacer par de l'éolien dans le nord, de l'éolien en mer du Nord, il fallait transporter cette électricité du nord au sud parce que c'est dans le sud qu'on trouve de la production industrielle. Et là, ils ont essayé pendant des années de faire des lignes aériennes, personne n'en veut, en Allemagne comme en France comme ailleurs, et donc ils sont lancés dans un projet qui s'appelle German Link, projet de ligne souterraine à courant continu, et c'est un projet de 10 milliards si tout se passe bien. Donc, il y a un renforcement du réseau nécessaire, il y a aussi plus de stockage, on l'a déjà dit, et on a aussi l'utilisation de souplesse sur le réseau, notamment avec des outils tels que la flexibilité de la demande, l'agrégation qui permet d'agréger des consommateurs et de s'engager au moment des pics à moins consommer, et l'utilisation des données. Avec les données, avec Linky qui est déployé maintenant à 100% en France, il y a énormément de données, et l'utilisation des données, non seulement par Enedis, mais par d'autres acteurs, peut aider à résoudre des points de congestion, mettre des renouvelables, des batteries sur des points de congestion. Vous avez vu aussi que RTE a lancé une ligne virtuelle avec des batteries qui s'appelle Ringo, pour démontrer au fond que mettre des batteries sur des points de congestion, ça évite de construire des lignes. Donc, il y a un petit peu le slogan qu'on est en train de montrer ici, qui est moins de cuivre, moins de lignes et plus de fibres, plus d'intelligence, si vous voulez, sur ces réseaux. Voilà, maintenant c'est Philippe qui va enchaîner. Alors, passons sur les marchés de détail. Alors, on a un index qui s'appelle Herfindahl-Hirschman Index. En gros, il compose deux éléments, le nombre de fournisseurs nationaux et le nombre d'offres. Plus de 50 fournisseurs nationaux, plus de 200 offres, le marché est très compétitif. Alors, on fait une inversion et on se trouve avec les marchés les plus compétitifs, sans surprise, les marchés nordiques, la Grande-Bretagne et le Benelux. Il y a des marchés qui sont complètement dormants, mais on voit que les marchés, avant la crise, ont augmenté leur compétition, leur niveau de compétition, d'une part. Alors, pendant la crise, il y a eu moins de churn. On va voir ce qui se passe après la pandémie, clairement. Alors, aux États-Unis, les marchés sont ou pas dérégulés en fonction des États. Il y a des États qui ne sont pas du tout dérégulés. Il y a des États dans lesquels il y a une compétition, soit sur l'électricité, sur le gaz, sur les deux. Mais les utilities restent majoritairement verticales et intègrent l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, ce qu'on voit aussi, la tendance, c'est les microgrids et l'autoconsommation. Alors, clairement, l'autoconsommation, elle est poussée par les autorités des deux côtés de l'Atlantique. Alors, il y a trois grands schémas, c'est très simpliste ici. Le microgrid, où on est totalement isolé dans une île ou dans un territoire qui est très loin du réseau. Donc, on produit, on stocke et on consomme localement. Le microgrid dans lequel on a un lotissement, par exemple, qui produit mais qui reste connecté au réseau. Qui vend le surplus d'énergie quand il y en a, quand il y a du vent et du soleil, et qui s'approvisionne sur le réseau public sous forme d'assurance en quelque sorte. Voilà, ce deuxième schéma de microgrid. Et le troisième, ce sont d'une part des producteurs et à travers des corporate power purchase agreement, des accords avec un ensemble de consommateurs, une communauté, pour accéder à de l'énergie verte à tout moment, et en passant le plus souvent par le réseau public. Parfois, certains bouts de réseau privé. Alors, tout ça, ça nous amène aux finances des utilities. En 2019, le panel de utilities européennes qu'on suit, on suit les 16 plus grandes utilities européennes, ont vu leur revenu augmenter de 1,8%. Ont vu leur marge augmenter. On était plutôt dans une bonne année, augmenter de presque 2 points à 20,7%. Mais si on compare cette marge à la marge moyenne des 16 plus grandes utilities des États-Unis, on voit qu'elle est à peu près la moitié. Ils sont à 37% de l'autre côté de l'Atlantique. On a vu en 2019 aussi des dettes s'envoler parce que l'argent n'était pas cher d'une part, s'envoler parce que, on le sait tous, il y a un mur d'investissement devant nos champions européens qui ont à investir dans tout un tas de domaines, dont le développement des renouvelables, de l'hydrogène, des réseaux et évidemment du nucléaire pour ce qui concerne la France.
Impact de la crise. Il y a beaucoup de chiffres sur ce tableau. Je vais juste en tirer quelques éléments. Impact de la crise. Donc, on a comparé ici les 9 premiers mois de 2020 aux 9 premiers mois de 2019. On a vu que alors les Allemands s'en sortent bien tant en termes d'évolution, parce qu'il y a eu des évolutions de périmètre, l'évolution du revenu qu'en évolution de marge. Ils sont en pleine transformation. Que les grandes utilities du milieu du panier, EDF, EDP, Iberdrola, Enel, Fortum, ont des revenus qui se sont malgré tout pas mal maintenus et des marges, grâce aux efforts qu'ils ont faits sur leurs coûts, qui ont été aussi des marges assez comparables de 2020 à 2019. Alors, ça c'est lié au fait que la plupart d'entre eux travaillent sur des contrats de moyen ou long terme, que ces contrats étaient conclus avant la crise et ces contrats les ont protégés à la fois en termes de volume et en termes de niveau pendant les périodes de confinement, avec les épisodes de contestation qu'on a vus en France sur l'Arenh de la part d'Engie ou de Total Direct Energy. Première chose. Deuxième chose, si on regarde la performance boursière des opérateurs, quand entre le 1er mars et le 15 novembre, la bourse fait en moyenne 2,8% d'augmentation, nos opérateurs du milieu de portefeuille font 4%, les opérateurs allemands continuent à être félicités par les marchés boursiers liés aux travaux de restructuration et de transformation qu'ils ont fait. Et il y a quelques opérateurs qui souffrent plus que les autres, mais ce n'est pas forcément lié à la crise. Dernier slide avant d'en venir à nos conclusions, la transformation. On pense que tous les opérateurs vont aujourd'hui travailler dans une logique transition énergétique. Avant, on était plutôt dans une logique de croissance qui visait à développer des nouveaux business models et des nouveaux services. Tous sont en train de repenser leur stratégie, tous vont probablement réviser leur portefeuille d'offres. Et pour ça, évidemment, ils considèrent l'innovation, ils considèrent le digital, l'intelligence artificielle. Ils considèrent maintenant des offres qu'il faut absolument rendre profitables. Vous savez que les services énergétiques, c'était un Graal, mais que la profitabilité n'a jamais été démontrée ou n'a jamais été très importante. Et pour arriver à avoir des nouveaux business models qui soient profitables, il y a une question de passage à l'échelle. Les démonstrations n'ont pas encore été faites. On a beau s'appeler la Scale-up Nation, les démonstrations, notamment dans le domaine de l'énergie, n'ont pas été faites. Et ce sera un élément clé de cette transformation. On vous dira l'année prochaine ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort de cette transformation. Voilà, on en arrive à nos recommandations. Voilà, oui. Alors, donc les premières recommandations, c'est de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, c'est évident. On peut le faire de plusieurs manières. Il y a en Europe un marché des échanges de droits d'émission, le marché de l'ETS. Le prix aujourd'hui du carbone sur ce marché est de l'ordre de 30 € par tonne. Il a monté grâce aux réformes sur ce marché, mais c'est totalement insuffisant. Par exemple, pour une installation de capture et stockage de CO2, il faut quelque chose entre 50 et 80. Ce n'est pas significatif, ça n'induit pas suffisamment d'investissement, je dirais, vert. Et puis, bien sûr, il y a les taxes carbone. C'est un peu différent. La présidente de la Commission européenne souhaite mettre une taxe carbone aux frontières. Elle a raison sur le pourcentage de carbone dans les produits importés. C'est une condition pour ne pas défavoriser les producteurs européens. Et puis, encore une fois, le méthane est un gaz à effet de serre, un gaz assez d'ailleurs toxique, et il commence à y avoir des plans pour maîtriser ces émissions de méthane. Ensuite, il faut mettre des incentives pour développer de la production décarbonée. Alors, vous savez que sur les renouvelables, on avait commencé avec des tarifs de rachat qui étaient extrêmement avantageux, à tel point qu'aujourd'hui, on rediscute, le gouvernement souhaite rediscuter les tarifs de rachat du solaire, les tarifs historiques de rachat du solaire. Ils ont disparu, mais il y a quand même un premium pour ces énergies par rapport au marché. Le Royaume-Uni, qui a une politique cohérente, fait un mécanisme, le Cost for Difference, qui s'applique à la fois aux renouvelables, mais aussi au nucléaire, qui est aussi
une énergie décarbonée. Donc, il faudrait que ces incentives s'appliquent également au nucléaire. Alors, maintenant, il faudrait aussi aider à la transformation du mode de transport, notamment du mode de transport par véhicule. Les trains sont déjà fournis par de l'électricité en grande majorité. Hein. Et là, il suffit d'avoir en quelque sorte de l'électricité verte. Par contre, la route est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, vous voyez aujourd'hui des politiques très, très, très volontaristes sur le développement des véhicules électriques. Alors, il faut aussi assurer, comme Colette l'a démontré tout à l'heure, la solidité des réseaux quand on a un niveau de renouvelable et d'intermittence ou de distribution de la production qui est plus important. C'est le début des smart grids à l'échelle après des années d'expérimentation. C'est le renforcement des réseaux, c'est la flexibilité et ce sont de nouveaux calculs qui permettent de compenser les investissements software tout autant que les investissements sur l'infrastructure elle-même. Le développement de l'hydrogène et de l'hydrogène vert, si on veut arriver au plan de développement d'hydrogène, il va falloir mettre 80 gigawatts de capacité renouvelable en plus pour produire cet hydrogène, c'est énorme. Donc développer cet hydrogène, créer un marché qui, comme pour le renouvelable, va faire baisser les coûts. Et puis, le dernier élément, c'est faire en sorte que les plans de relance, qui ont en Europe une conditionnalité verte, ce qui n'est pas vrai partout, hein, sur les 9 900 milliards de dollars de plans de relance, il n'y a que 4% qui est flagué vert. Et il faut que ces plans de relance, d'une part, deviennent une réalité, d'autre part, que leur conditionnalité verte soit aussi appliquée. Et on voit que ça, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, vous pouvez charger le rapport à cette adresse ou en utilisant le flashcode qui est là, hein, capgemini.com/wimo. Il y a aussi un excellent rapport qui a été produit par nos équipes qui montre comment l'Europe peut se trouver sur une trajectoire de neutralité carbone à 2050 à travers les technologies. Il y a 55 technologies qui sont balayées. Ce rapport s'appelle Fit for Net Zero. Je vous encourage beaucoup aussi à le télécharger, à le lire. Et il démontre en parallèle que si on utilise ces technologies pour décarboner l'Europe, on va créer près de 13 millions d'emplois, ce qui est énorme. Merci beaucoup pour votre attention et on est à votre disposition pour les questions. Joseph, à toi. Merci beaucoup, Philippe. Donc, Philippe, est-ce que tu peux enlever ta présentation? Voilà, très bien. En tout cas, grand merci à tous les deux pour cette présentation qui, comme chaque année, est toujours très, très riche. Petit commentaire de ma part, je pense que cette année, vous couvrez encore plus les attentes du groupe énergie élargie des arts et métiers, puisque, comme vous le savez, nous sommes composés du groupe nucléaire, du groupe énergie, mais également du groupe oil and gas. Et cela m'a fait extrêmement plaisir pour moi-même et mes camarades de voir cette année cette innovation sur le secteur pétrolier et gazier. Et je vous propose tout de suite de passer à une séance de questions-réponses avec, pour ma part, 3 questions et ensuite on prendra quelques questions de la salle. Première question, c'est relative aux batteries. J'ai remarqué effectivement, vous avez souligné Colette, une importance de plus en plus importante, une importance grandissante pour les batteries des véhicules électriques et ainsi que pour le réseau électrique. Quels sont selon vous les sujets d'attention pour faire que ces batteries deviennent à terme éco-compatibles, puisque ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui? Oui, je vais partager la réponse avec Philippe. Je crois qu'il faut réfléchir sur le cycle de vie de la batterie. J'ai évoqué très très rapidement les problèmes de recyclage des batteries. Alors, ce n'est pas si facile que ça, hein, parce que les cathodes, c'est des alliages. Il faut arriver à faire de la chimie pour défaire ces alliages et récupérer les métaux. C'est une condition sine qua non. La planète ne pourra pas fournir assez de minerais sans ça. Et puis, il y a la sécurité des batteries. Il y a quand même des problèmes en termes d'inflammabilité encore des batteries lithium-ion.
On pense que les batteries lithium-ion solides éviteront ce problème. Et puis, je crois qu'il faut aussi réfléchir en termes de cycle de vie de la batterie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si nous avons laissé partir, au fond, la fabrication, de la purification d'un certain nombre de métaux rares, on avait une installation à La Rochelle dans le temps, c'est parce que c'est très polluant. Et c'est pas parce que c'est pas chez nous que c'est pas polluant au niveau de la planète. Donc, il faut aussi réfléchir à des process plus propres pour faire ces purifications et fabriquer des cathodes, par exemple. Les filières de recyclage des batteries n'existent pas encore, hein. Il y a des débuts qui voient le jour au Canada, notamment. Il y a des projets européens là-dessus. C'est un problème de logistique. Ce sont des coûts, hein. Recycler une batterie de vélo, c'est $30. Recycler une batterie de voiture moyenne, une Renault Zoé par exemple, c'est $1000. Hein. Et donc ça pose des problèmes de logistique. Il faut les amener à un endroit, il faut les stocker. Il faut les analyser, décider s'il y a une seconde vie ou s'il faut extraire les minéraux en chimie. Voilà. Et ça, c'est très, très lourd et compliqué. Et c'est devant nous. Il va y avoir un très gros marché là-dessus. Merci beaucoup, Philippe et Colette, pour ces réponses. Je reviens au confinement et au Covid. Durant le premier confinement, en France, dans pas mal de pays, c'était un quasi blackout. Selon vous, quels ont été les impacts sur les entités régulées, transporteurs, distributeurs, avec particulièrement la baisse de la demande? Et quels seraient les changements que vous verriez, ainsi que les impacts sur la régulation? Je crois que j'en ai un peu parlé. Je crois d'abord une chose qu'il faut quand même reconnaître, hein, et c'est que les entreprises, en tout cas en France, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans beaucoup de pays, ces utilities qui étaient à l'origine des entreprises de services publics ont retrouvé l'esprit de service public. Et les réseaux ont fonctionné, les centrales ont fonctionné au mieux. Et même si cet hiver, on a quelques inquiétudes parce que le nucléaire n'a pas pu être maintenu ou rechargé en combustible comme d'habitude, on voit que mois après mois, semaine après semaine, eh bien EDF remonte ses prévisions de production pour éviter qu'il y ait un problème. Donc, il faut reconnaître cet état de service public, cet esprit de service public. Je crois que sur les problèmes de réseau, j'ai évoqué l'essentiel, c'est-à-dire une nécessité certainement pour accommoder des pourcentages importants de renouvelables intermittents, de changer les règles de réseau, les règles de marché sur les réseaux, et puis ensuite une adaptation des réseaux. Il y a de la construction de lignes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a aussi à rajouter, je dirais, plus d'intelligence, plus de capteurs, plus de traitement de données, plus d'ouverture à un écosystème. Parce que, prenez l'exemple, on veut installer une station de recharge de batteries électriques. Il ne faut pas l'installer là où le réseau est congestionné. Donc, on voit bien qu'il y a un écosystème qui va être plus important et les opérateurs de réseau, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent, mais il faut faire probablement encore plus, doivent réfléchir en termes de stakeholders, de parties prenantes qui peuvent contribuer aussi à résoudre ces problèmes de réseau. Merci beaucoup, Colette. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions de l'audience. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour cela. Donc, l'une des questions que j'ai relevées, c'est notamment une question qui est liée au sujet de la concurrence et du marché de détail. Elle est posée par JPF. Comment voyez-vous, Colette et Philippe, l'évolution de la concurrence sur les marchés de détail et de détail de l'électricité et du gaz, et quels bénéfices pour les consommateurs? Alors, la concurrence, je suis persuadé qu'elle va redémarrer. Je suis persuadé aussi que la pression économique, hein, que vont vivre, puisque dans ces périodes de crise, il va y avoir une précarité qui va se développer, va amener les clients, notamment les clients résidentiels ou les clients entreprises, à chercher les offres les plus intéressantes économiquement. Ce qu'on voit, hein, à travers l'Europe, c'est qu'un client français, quand il change de fournisseur, il peut gagner environ 40 € par an. Un client anglais peut gagner jusqu'à 300 € sur l'électricité, 300 € sur le gaz, parce que la concurrence s'est développée de façon très importante dans ce pays-là. Donc, à n'en pas douter, sur
tous les segments de clients, la concurrence va continuer à se développer. Elle va reprendre le rythme qu'elle avait avant la crise, voire accélérer un petit peu sur les clients résidentiels. Et les opérateurs de commercialisation nous disaient qu'ils avaient multiplié par 8 le nombre de devis qu'ils ont fait pendant le confinement, pendant la crise. Donc, ça a été très important. Ce sont des signaux à considérer. Très bien, merci Philippe. Prochaine question qui est posée par Alain Robert, qui nous dit quelles technologies et usages liés à la digitalisation vous paraissent-ils les plus impactants pour le futur du secteur de l'énergie? On a déjà vu, bon, je continue Philippe. Bon, les technologies, bien sûr, les compteurs intelligents, ça en fait partie. Hein. On a vu avec succès, hein, Linky a été déployé en France dans les temps et dans les budgets. Donc là, on va avoir bien sûr énormément de données et à l'opérateur de réseau et à l'écosystème de les utiliser au mieux, je pense. On voit aussi, et puis je laisserai la parole à Philippe, on voit aussi des choses qui sont permises par la technologie et par le virtuel, qui sont les agrégations. Les agrégations de consommateurs, aujourd'hui, ce n'est pas des consommateurs qu'on agrège physiquement, ce sont des consommateurs qu'on réunit sur des plateformes et tous ensemble, on sait qu'on va pouvoir, par exemple, faire diminuer leur consommation au moment où il y a des pics de consommation et où le réseau est surchargé. Et d'ailleurs, les marchés de capacité de 2019 en France, les appels d'offres sur les marchés de capacité ont privilégié les réponses non émettrices de gaz à effet de serre et ça a été attribué en partie à l'agrégation, c'est-à-dire à l'effacement agrégé en quelque sorte, et puis une autre partie aux batteries. Alors moi je vais répondre différemment mais très directement dans tous les domaines. La digitalisation, hein, les réseaux intelligents à l'échelle, ça va prendre au moins 10 ans, si ce n'est 15, et coûter cher, mais c'est indispensable. Les grands actifs, qu'ils soient renouvelables, les grandes fermes ou les réacteurs nucléaires, digitalisation. Le service énergétique, digitalisation. La relation client, beaucoup d'opérateurs disent qu'enfin, on arrivera peut-être un jour à avoir une relation 100% digitale avec la plupart des clients et en développant des technologies qui le permettent. Très bien, merci Philippe. Une question qui est posée par Patrice Nourri, c'est une question sur l'impact de la crise concernant fusion-acquisition du secteur de l'énergie. Est-ce que ça va, dans ces prochains mois, trimestres, changer encore? Je pense qu'il y aura un impact parce que les sociétés, les utilities et les pétroliers aussi, hein, ont été quand même très affectés par la crise. Et vous voyez que, en tout cas, nos grands champions français, que ce soit EDF ou Engie, ont tous annoncé des plans de cession. Quand on parle de plans de cession, c'est qu'il y a aussi des plans d'acquisition vu de l'autre côté. Là, il va y avoir un marché de M&A qui sera actif. On voit, comme Philippe l'a dit, que certains revoient leur stratégie, notamment dans les services. Engie se dessaisir d'une partie significative des services. On voit par exemple Dalkia qui a décidé de vendre Dalkia Waste, qui était l'ancienne Tiru. Donc on voit ici des mouvements en ce qui concerne les utilities. On les voit aussi dans l'autre sens, être des acquéreurs d'actifs verts, des fermes éoliennes, des fermes solaires, aussi des stations de recharge de batteries. Donc aussi, et de l'hydrogène. EDF a créé une filiale Inamix sur l'hydrogène, a investi dans une licorne française qui est Bacfi, producteur d'électrolyseurs. Donc voilà, donc il y a un double mouvement, un mouvement qui est peut-être d'essayer de vendre des actifs qui sont moins stratégiques, un deuxième de devenir encore plus, se lancer encore plus dans la transition énergétique. Et puis il y a un sujet financier tout bête qui est de diminuer ses dettes qui sont très importantes en vendant des actifs. Colette, vous mentionnez l'hydrogène et c'est justement une bonne transition avec deux questions qui ont été posées. L'une par Alain Robert qui pose la question sur le rôle que sera amené à jouer l'hydrogène dans le futur et une question également sur ce thème-là par Lara qui nous demande quelle est la croissance en production électrique
afin d'atteindre les objectifs que l'on vise avec la production d'hydrogène. Oui, c'est un très bon. Alors, on préfère une conférence sur l'hydrogène, hein, ça c'est clair. Donc, je vais essayer d'être très, très synthétique. L'hydrogène vert permettra de décarboner, disons, 15% de l'économie qu'on ne sait pas faire avec l'électricité. Notamment la sidérurgie, où on utilise aujourd'hui de l'hydrogène, mais de l'hydrogène gris, hein. Le raffinage, pour couper des hydrocarbures en petits morceaux et faire des coupes, des produits plus légers, on utilise de l'hydrogène. Et on en a dit aussi pour le stockage d'électricité sous forme d'hydrogène qu'on restitue au réseau avec le pile à combustible. Donc, on voit qu'il y a une partie, une place qu'occupera l'hydrogène que l'électricité, même produite à partir de renouvelables, ne pourra pas occuper. Alors, la question posée par Lara est excellente. Aujourd'hui, l'Europe prévoit en 2030 d'avoir 2 fois 40 gigawatts d'électrolyseurs, c'est-à-dire 80 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent. Donc, ça veut dire qu'il faut produire de l'électricité décarbonée à hauteur de 80 gigawatts en plus des batteries électriques, des voitures électriques, en plus d'autoroutes. Et ça représente, juste pour se visualiser, l'équivalent de 80 réacteurs nucléaires. C'est très important. Il faudra aussi acheminer cette électricité, mais je reviens là-dessus après. Donc, la production de cette électricité verte, est-ce que l'Europe va y arriver? C'est pas sûr. Donc, il y a plusieurs plans, disons, pour adoucir ce problème. Le premier, c'est de produire de cette électricité en dehors d'Europe. Par exemple, au Maghreb, on a bien sûr, le solaire est très bon marché, et donc il y a des champs solaires qui peuvent fabriquer de l'électricité peu chère. Et alors, l'envoyer en Europe sous forme d'électricité, peut-être, c'est compliqué, sous forme d'hydrogène, c'est un peu compliqué, ou sous forme d'ammoniac fabriqué avec de l'hydrogène vert qu'on va redissocier, arriver en Europe. Deuxième possibilité, c'est de faire non pas que du vert, mais du vert et du bleu. Ça, c'est une deuxième possibilité. Alors maintenant, au niveau du réseau électrique, c'est aussi une tension forte sur le réseau, on a parlé du réseau. Il y a quand même 2 schémas qui vont probablement être compatibles. Un premier schéma qui est de dire on utilise les surplus d'électricité éolien ou solaire quand il y a beaucoup de soleil ou de vent, on ne sait pas absorber par la consommation normale, on utilise ces surplus pour faire de l'hydrogène par des électrolyseurs. Mais à ce moment-là, les électrolyseurs sont raccordés au réseau et donc vous voyez que le réseau électrique va être sous forte tension. Deuxième modèle, on colocalise en un endroit les électrolyseurs et des fermes renouvelables. Alors, il paraît qu'en Chine, il y a un énorme projet pour faire ça en Mongolie. Donc, c'est des fermes éoliennes là-bas, ça peut être des éoliennes ou du solaire. Et donc, à ce moment-là, on économise sûrement aussi sur les installations périphériques des sites, comme les onduleurs, on ne les fait pas 2 fois. Et on a donc une production locale d'électricité et locale d'hydrogène. Mais alors après, donc on impacte moins le réseau, mais après, il faut transporter l'hydrogène. Et vous savez qu'il y a des projets, soit de le mélanger au gaz naturel, soit de faire des pipelines dédiés à l'hydrogène. Donc tout ça, ce sont de gros investissements, ce sont des gros challenges. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette assez rapidement. Merci beaucoup, Colette. Nous approchons, nous sommes, on va dire, à la fin déjà de cette conférence, première conférence en visio du GP Énergie. Il y a une question qui a été posée à plusieurs reprises. Est-ce que nous pouvons partager avec les inscrits à cette conférence les planches qui ont été projetées? Donc, c'est une demande. J'ai répondu oui, Joseph, dans le live. Je vais te les faire passer pour que tu puisses les mettre à disposition. Voilà, donc je les mettrai à disposition à tous. Et ma question, c'est concernant la prochaine édition du VEMO. Vous êtes d'accord pour que l'on puisse refaire cette session avec le GP Énergie dans 12 mois, Colette et Philippe? Est-ce qu'il y aura des… Avec plaisir. Et en espérant que ce soit en virtuel, pas en virtuel, en physique. Voilà. Et justement, comment vous penseriez-vous améliorer le VEMO dans 12 mois et quelles seraient les nouvelles rubriques? Écoute, on lance début janvier ce travail de réflexion sur nouvelles rubriques, simplification aussi, parce que là, on est arrivé au bout d'un exercice. Le WIMO, il fait 370 pages. Hein. Très bien. Il y a 800 slides, on vous en a montré 25. Hein. Donc,
il va falloir à un moment donné aussi qu'on fasse des simplifications pour aller sur les points essentiels, ce qu'on a essayé de vous transmettre ce soir. Donc, je te répondrai plutôt au mois de mars. On aura réfléchi à tout ce que l'on va intégrer et tout ce que l'on va pouvoir simplifier. Donc, très bien. Merci en tout cas pour votre réponse positive à tous les deux. Pour dans 12 mois, nous nous retrouverons avec la prochaine édition de WMO. Et je voulais remercier les presque 130 participants qui se sont connectés ce soir. Je vous enverrai à vous tous seulement si vous êtes inscrits et avez été inscrits sur notre page afin de vous envoyer par mail les documents et les rappels pour aller chercher le rapport complet de l'édition VMO 2020. Et je vous dis à tous très bonne fin de soirée. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous Colette, c'était encore formidable. Au revoir. Bonsoir. Merci Joseph, merci à tous et bonne soirée alors. Bonne soirée. Au revoir.